Il y a quelque temps, j'avais mis à disposition sur la chaîne pour tous les abonnés, dans la description, un lien vers un PDF que j'avais fait pour condenser toutes les connaissances que j'avais acquises pour apprendre à devenir développeur. Comment apprendre à devenir développeur? Toute une roadmap, donc toutes les étapes à suivre qu'il faut pour se lancer dans le développement informatique. Alors moi, pour ma part, j'ai fait une formation, une reconversion en informatique. Ça fait un peu plus de 5 ans. Je suis aujourd'hui consultant. J'accompagne les entreprises, les startups et les PME dans leur digitalisation. Donc, je les accompagne à mettre en place des architectures logicielles qui sont robustes pour pouvoir les aider à scaler. Et aujourd'hui, j'ai un petit recul sur ce que j'ai pu proposer. Donc, on va analyser ensemble le document. Donc, alors sur ce PDF, comme tu peux le voir, bon, tout d'abord, je dis salut, je dis bonjour à tout le monde. Il y a une table des matières. Et donc, j'ai choisi de faire cette table des matières dans ce sens-là. Donc, comprendre d'abord le web statique. Ensuite, comprendre le web dynamique. Pourquoi? Parce que c'est historique. Un peu, c'est une introduction historique de dire, voilà, avant, c'était le web était statique, puis il est devenu dynamique. Donc, en fait, comprendre les fondations, parce que les fondations du web statique avec les HTTP, etc., c'est quelque chose qui est nécessaire pour comprendre comment est-ce que on en est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui et ne pas commencer directement par le toit et ne pas comprendre les fondations, ce qui souvent est fait dans les parcours d'accompagnement un peu bootcamp rapide, qui sont, je dirais, mal notés, mal rankés, parce qu'en fait, ils se basent sur des frameworks, sur des choses complexes qui sont des finitions, mais pas sur les bases. Et après, c'est le développeur découvre dans le monde professionnel qu'il lui manque les bases, et c'est à lui de faire ce travail de récupérer les bases. Travail que moi-même j'ai dû faire. C'est pour ça que je préconise de passer d'abord par tout ce qui est web statique, web dynamique, pour bien comprendre le web, parce que l'informatique aujourd'hui tourne beaucoup autour du web, mais pas que. Donc en fait, je préfère d'abord donc faire web statique, web dynamique, pour qu'on comprenne le web, un peu ce qu'il en est, puis qu'on passe à de l'algorithmie. L'algorithmie, je ne l'ai pas mise en premier parce qu'en fait, l'algorithmie, c'est vraiment quelque chose qui va servir un besoin. Donc, comprendre le besoin, pour moi, est essentiel avant de se lancer directement dans l'algorithme. Aujourd'hui, on fait des coding games, des choses comme ça pour pouvoir s'améliorer ou même pour pouvoir challenger des candidats en algorithmie. Mais au final, ça reste du domaine d'une discipline très précise, ou alors dans un monde très précis, par exemple le monde scientifique, on va avoir besoin de maths, d'algorithmes complexes. Mais au final, l'algorithmie intervient de moins en moins dans le cadre professionnel du développeur. Alors, il faut qu'il connaisse l'algorithmie pour pouvoir optimiser, c'est vrai, il faut qu'il ait cette compétence-là, mais la première compétence, c'est quand même de répondre aux besoins, et c'est pour ça que je commence par le besoin. Ensuite, il y a la compréhension des bases de données. Les bases de données, pour moi, c'est tout l'informatique, parce qu'en fait, les bases de données, une fois qu'on a compris un peu l'algorithmie et tout ce qui va être le besoin au niveau du web, etc., en fait, c'est que du flux de données entre qu'est-ce que le client veut ou qu'est-ce que le client fait, et comment nous, on va analyser ce qu'il veut ou ce qu'il fait pour pouvoir lui donner, pour pouvoir répondre à son besoin. Et tout ça, c'est de la donnée, de la data. Enfin, il y a tous les métiers de la donnée que tu peux connaître. On va le voir en détail après. Et ensuite, justement, tu as vu, j'en ai parlé, j'ai parlé de flux. Donc, logiquement, parler de données, ça mène un peu à parler d'architecture. Et donc, j'oppose deux architectures, un peu historiquement aussi pareil, les architectures client lourd. Celles-ci, le web n'intervient pas dedans, ou très peu, et elles vont, en fait, c'est pas que le web intervient très peu, c'est qu'elles ne sont pas architecturées pour être sur le web. Elles peuvent y faire appel, mais elles sont architecturées pour être sur un système d'exploitation ou sur vraiment le truc qui va tourner en local. En général, c'est un OS, système d'exploitation. Et ensuite, les clients légers, tout ce qu'on connaît aujourd'hui qui est Hype, qui est le SaaS, tout ce qui est dans le cloud, donc le nuage. Et là, ça, c'est quelque chose qui, en fait, n'est rien d'autre que du client lourd, mais sur des serveurs qui ne nous appartiennent pas. Et on consomme ça comme des services, donc as a service. Et c'est un peu l'historique du web que j'ai essayé de retracer dans ce PDF-là. Ensuite, et bien ensuite, on arrive au framework. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces frameworks? Parce qu'en fait, on a des architectures. Et suite à ces architectures-là, on a posé des manières de travailler sur des gros projets, donc à plusieurs, et on a fait des cadres de travail, ce que veut typiquement dire framework. C'est un cadre de travail pour travailler ensemble, et il faut bien le comprendre comme tel, et c'est pas ni un besoin, ni un... Voilà, il est vraiment, il vient bien à la fin. Et après, je parle du versionning, parce que le versionning, c'est quelque chose qui va être très demandé, donc on parle de Git aujourd'hui. Alors, il y avait autre chose avant, mais aujourd'hui, c'est Git qui tient le marché, qui est, on va dire, le truc, la compétence à connaître quand tu es développeur,
Comme lorsque tu es commercial, connaître un peu Excel, et ben en fait, là, tu vas devoir connaître Git quand tu es développeur. C'est un outil qu'il te faut dans ta trousse à outils parce qu'aujourd'hui, Git, c'est demandé et utilisé partout. Ok, donc bon, maintenant qu'on a passé un peu en revue tous les chapitres, etc., ce PDF, je le commence par une petite introduction, donc pour bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec l'informatique. Est-ce qu'on veut faire des sites internet, des apps mobiles ou alors des programmes, par exemple dans la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Et ben en fait, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse à toutes ces questions et il va falloir passer du temps. Et il y a 2 points ici sur lesquels j'aimerais m'attarder. C'est que oui, en effet, il n'y a pas une seule réponse. Donc il va falloir petit à petit savoir ce que tu veux et où tu veux aller. C'est quelque chose qu'on va te demander très vite, dans ton parcours professionnel et surtout, il va falloir que tu passes du temps. Donc je ne vends pas du rêve. Pour pouvoir savoir ce que tu veux faire, il faut tester. Plus tu testeras, plus tu sauras, plus tu seras aguerri et plus l'expérience, en fait, te permettra de ne pas, perdre du temps à aller là où tu ne veux pas aller. Ça, c'est très important. Donc ensuite, ce que j'explique, bon alors voilà, j'explique rapidement que ce que je teste, ce que je veux faire, c'est faire gagner du temps aux personnes à travers cet e-book et je rentre directement dans, qu'est-ce que c'est le web statique et j'explique rapidement le web statique, comment est-ce qu'on s'était designé, comment c'était utilisé, les langages historiques du web, donc le HTML, le CSS et tiens, alors là, je parle un peu de Bootstrap parce que c'est une librairie qui, voilà, il y a Twitter utilise Bootstrap et c'est une librairie qui va revenir rapidement quand tu vas parler de CSS et etc. Bon après, il y a des youtubeurs, je pense que vous connaissez, qui n'aiment pas Bootstrap, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie du paysage, donc c'est à présenter. Et je continue à présenter des outils basiques, Notepad++ ou alors Sublime Text, qui sont les premiers pour pouvoir commencer euh, à éditer du texte. Ensuite, je mets des liens. Et ce que je voulais vraiment faire dans ce PDF-là, c'est mettre les liens par lesquels je suis passé et que j'ai trouvé pertinents. Donc, des liens sur du HTML, des liens sur du Bootstrap. Donc, ça, c'est de l'Open Classroom et du W3 School qui ont été des sites qui vraiment m'ont aidé, moi, dans mes débuts. À côté de ma formation bootcamp, vraiment, j'ai eu ces sites-là, je les ai rodés, vraiment rodés, et j'y reviens de temps en temps quand je dois apprendre des nouveaux langages. C'est des sites un peu références. Il y a le site de Pierre Giraud qui, à l'époque, m'a beaucoup aidé parce que c'est des petits cours sur des thèmes précis, donc tu peux choisir et sélectionner ton apprentissage. Et Alza Création qui, au niveau disons, de l'expérience utilisateur, UX et tout le développement web pur, est très intéressant. Donc là, on était sur le web statique, la mise en forme, la mise en page, les pages HTML, le CSS, etc. Et on va passer donc au web dynamique. Donc bravo, tu as passé la première étape. Maintenant, on va parler de qu'est-ce que c'est le web dynamique. Et on va rajouter du dynamisme dans nos pages statiques. C'est souvent la première chose que je donne à faire quand je fais soit j'accueille des stagiaires dans la structure, soit je fais découvrir le web à des nouvelles personnes. Je leur fais faire tout d'abord du statique, puis je mets du dynamisme. Je parle de Python et de JavaScript. Pourquoi j'en parle en même temps? Parce qu'en fait, Python, c'est un langage qui est très bien pour tout ce qui va arriver ensuite, qui est l'algorithmie. JavaScript, beaucoup moins. Mais JavaScript, c'est un langage historique qui est sur le web. Donc, je suis obligé d'aborder JavaScript. C'est lui qui met du dynamisme dans nos pages. Mais Python, c'est un langage de script qui est très intéressant aussi et qui va devenir intéressant et qui va pouvoir te suivre dans tout ton apprentissage et pouvoir justement, tu vas pouvoir faire plus de choses, pas faire plus de choses, mais les faire plus facilement que avec du JavaScript, qui est un langage qui a des spécificités, qui rajoute de la complexité que n'a pas le Python. Au niveau des types, ce genre de choses, les deux sont un typage dynamique, mais sans rentrer dans les détails, le Python va beaucoup être plus abordable, on va dire. Donc j'explique rapidement, c'est un langage de script, etc. Je mets ensuite des choses sur l'IDE, qui est VS Code. Cette IDE, ben, en fait, c'est un IDE qui aujourd'hui est utilisé, que vous verrez partout dans toutes les vidéos, etc. Bon, aujourd'hui, moi, j'utilise plus IntelliJ, j'utilise VS Code et IntelliJ. IntelliJ est quand même vraiment pas mal quand on fait plusieurs langages de programmation. Il empaquette beaucoup de choses et en cliquant des fois, par des simples clics, on peut faire beaucoup de choses. Et je bascule des fois, enfin souvent, j'ai les deux ouverts, le VS Code et l'IntelliJ, pour pouvoir... en fait, le VS Code, j'arrive pas à m'en séparer encore, on va dire,
Pour une seule et bonne raison, c'est que les extensions, quand on a trouvé des extensions qui nous vont bien, par exemple pour Git et pour l'édition de fichiers, c'est vraiment, il y a pas photo. Alors que IntelliJ, c'est vraiment un IDE, donc un porte-avions qui fait beaucoup de choses, mais justement, on perd les avantages de la légèreté et voilà, c'était un petit aparté. Et donc ensuite, je mets, encore une fois dans cette partie, des liens pour apprendre. Alors, le Python, il y a Python Doctor qui pour moi est le site de référence vraiment productif sur lesquels il va y avoir en fait, des exemples, des cas pratiques, etc. Zest de savoir qui est un peu plus théorique. Et ensuite, pour le JavaScript, des basiques, GraphiCart, Pierre Giraud encore une fois, qui sont très orientés pour le web, et le W3 School qui est très orienté sur pratique. On peut tester dessus en plus, etc. Donc c'est vraiment, on peut tester son code, c'est vraiment bien fait. Donc j'avais pas vu, mais on est passé à la partie comprendre l'algorithmie, où j'explique que ça n'a pas grand lien avec les mathématiques, mais en fait, il y a deux sortes de mathématiques. C'est une chose que j'ai appris par la suite, mais il y a deux sortes de mathématiques. Il y a les mathématiques comme on les apprend à l'école, qui sont des mathématiques appliquées, et des mathématiques logiques, qui sont les mathématiques liées à la programmation. Donc, toutes ces histoires de variables, de boucles, de conditions, et ben en fait, ça, c'est une discipline des mathématiques qui est une discipline de mathématiques logiques, en fait. Et donc, c'est ça qu'on fait en informatique. Et les mathématiques vont nous aider, les mathématiques donc de fonctions, on va apprendre des fonctions, comme on les connaît plus à l'école, vont nous aider quand on va être soit dans des domaines mathématiques, soit qu'on va vouloir avoir des algorithmes qu'on va vouloir optimiser. Mais au final, une fois qu'on a l'algo, on le décrit en code et puis on le réutilise, on l'a factorisé et puis voilà. Donc voilà, ici, je commence à parler de l'algorithmie et de jeux en ligne. Donc j'ai fait un peu mention de ce qui était coding game, mais on a aussi donc le Scratch pour commencer l'algorithmie, les notions, etc. C'est vraiment très bien, surtout si vous êtes plus jeune et que ou vous voulez apprendre à des personnes qui sont plus jeunes et que c'est verbeux d'écrire. Le Scratch est vraiment pas mal. Passer du Scratch au Python après, c'est assez facile. On a League qui est un jeu que j'avais présenté sur la chaîne. J'avais fait un petit live, c'est vraiment sympathique. C'était les débuts de la chaîne, je me souviens. Et Coding Game, dont j'ai parlé, qui vraiment, lui, est beaucoup plus orienté pro. Il y a des recruteurs dessus, etc. Donc, il y a les liens. Et ensuite, je passe aux bases de données. Base de données, j'explique rapidement la différence entre les mémoires sur l'ordinateur et qu'est-ce que la base de données. La base de données, en fait, je parle de la différence entre le SGBD-R et le NoSQL. Et je parle rapidement de qu'est-ce qu'on fait sur une base de données. En général, on fait du CRUD. Donc on crée, on lit, on met à jour ou on supprime des données. En gros, c'est ça qu'on fait sur les bases de données. Il y a des outils. J'ai choisi des outils MySQL. J'ai choisi de parler que de MySQL. Pourquoi? Parce que il y a le PHP-MyAdmin qui fait que le, disons le couple, mais c'est pas un couple puisqu'il y a plusieurs personnes dedans, c'est un couple à quatre personnes. C'est un quatuor avec donc le WAMP avec, donc qui est sur du Windows. On va avoir de l'Apache, du MySQL et du PHP. C'est le truc sur lequel on va faire tourner du WordPress. C'est quelque chose qui est très utilisé, très très utilisé sur Internet. Donc c'est un truc qui est très bien documenté sur Internet. Qui dit très utilisé dit très documenté avec une forte communauté. Et donc c'est là que j'en parle, WAMP pour Windows ou XAMPP, le X étant pour Linux. Et donc voilà, par contre je fais juste un petit truc où je dis tout installer comme WAMP ou etc. Parce qu'il y a deux manières de faire. Soit on installe WAMP directement sur sa machine. Je fais un petit aparté parce que souvent les gens commencent comme ça. Tu installes WAMP, tu installes XAMPP et tu commences à faire du WordPress. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce qui tourne derrière. Ce qui est bien, c'est d'avoir des outils différents, d'installer le PHP à part, d'installer MySQL à part et de vraiment voir comment les outils interagissent. Et une fois que tu comprends bien ces fondamentaux-là et comment ça communique, par-dessus, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, et je mets bien sûr des ressources. Alors sql.sh, qui est le site de référence sur le SQL, sur lequel tu vas avoir des requêtes et tu vas avoir justement des exemples concrets. Tu vas encore avoir du Pierre Giraud avec des cours qui sont liés au SQL et comment ils sont utilisés dans les applications, dans les sites web.
la formation de Graphic Art, qui est une référence, et le W3 School aussi, qui est encore orienté cours, cours. Alors, des cours qui ne sont pas de longue durée, en gros, des cours courts. Ensuite, je parle des architectures. Et donc là, on parle d'architecture client lourd. Et j'explique rapidement que j'avais pas conseillé de commencer par PHP-Mailing parce que ça tourne sur un serveur et que donc ça a fait appel à des notions qu'on n'avait pas abordées plus haut. Et je parle donc de ce qui va être l'architecture qui est vraiment, qui n'est pas construite pour être sur le web et accessible depuis le web. C'est fait pour tourner en local sur ta machine. Et donc j'explique rapidement tout ce qui est bas niveau, haut niveau, et les langages qui sont plus adaptés à coder sur quelque chose qui est physique. Pour que tu comprennes bien la différence, c'est par exemple si je veux coder quelque chose pour faire bouger un robot, un bras articulé, je ne vais pas le coder sur Internet et demander au robot d'aller chercher ce qu'il a à faire sur Internet. Je vais directement lui mettre ça dans son système. Et lui va exécuter un code. C'est totalement différent de si je veux exécuter un code logiciel pour des gens qui veulent accéder à un service style des recherches Google. C'est pas du tout le même code, c'est pas du tout le même cas d'usage. Donc là, on a parlé beaucoup du web au-dessus, des langages de script, etc., qui sont des langages, on va dire, faits pour du léger, mais qui sont des langages beaucoup moins compliqués, on va dire, bien que la complexité est quand même là, mais qui sont beaucoup moins, je dirais, complexes et beaucoup moins informatiques, dans le sens informatique lourd du terme. On va avoir des langages pour faire ça, qui sont des langages plus robustes, comme le C et le Java. Le C étant le langage par excellence pour parler le plus bas niveau possible. Après, il y a des langages encore en dessous, mais qui sont... voilà, c'est des langages que je préfère ne pas présenter. Mais au final, ces langages-là, c'est des langages qui sont encore lisibles par l'être humain, rédigeables par l'être humain, et qui vont communiquer avec les couches basses de la machine, qui vont être compilés et donc qui vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus robustes et beaucoup plus complexes aussi à appréhender parce qu'ils vont faire appel à beaucoup plus de notions que les langages de script. Donc là, tu commences déjà à avoir une approche de programmation à ce stade-là du PDF qui est quand même un stade avancé. Mais on est bien d'accord, il faut suivre un peu tout pour bien comprendre où est-ce que ça se situe dans tout ce parcours, ce cursus. Donc là, je parle après des IDE, donc il y a CodeBlocks et Eclipse, donc CodeBlocks pour le C, C++ et Eclipse pour Java. C'est des choses qui sont gratuites, parce que dans ce PDF, j'ai mis que des ressources gratuites. Mais après, tu as IntelliJ, qui a une version gratuite, mais tu ne peux pas tout faire avec en Java, comme par exemple l'intégration de Spring, Spring Boot, etc., est mal prise en charge, donc il vaut mieux passer sur la version payante, elle n'est pas très chère, et c'est l'investissement qui vaut vraiment le coup, je trouve, pour un développeur. Et j'ai mis, encore une fois, des ressources pour apprendre le C et pour apprendre le Java. Encore une fois, on revient sur de l'Open Classroom et sur des sites comme Zest de Savoir, etc. Et après, il y a le site de JM Doudou, j'ai dit il est très, voire trop complet sur le Java. Le Java, il faut savoir que c'est un langage qui commence à avoir de l'âge. Comme il a de l'âge et qu'il est encore utilisé, et ben en fait, tout son historique est encore présent. Et c'est assez complexe à commencer à lire. Et en plus, j'ai voulu mettre des ressources qui ne sont qu'en français sur le PDF. Et c'est pas facile quand on arrive sur ce genre de langage, parce que le Java, la documentation est essentiellement en anglais, surtout si on veut de la documentation de qualité. Donc voilà, je dis quand même ce dernier site, et je le note, il est vraiment dense, et il peut faire peur de premier abord. Donc à ce stade-là, c'est vraiment un stade où il va avoir un step que tu vas passer quand tu vas arriver à lire, comprendre et appliquer ce genre de tutoriel. Là, tu peux dire que tu commences à être bon en programmation. Et ensuite, je parle de l'architecture en client léger, qui est ce qu'on trouve le plus aujourd'hui. Donc, la communication client-serveur, donc avec des serveurs et des clients. Les clients étant tout ce qu'on a vu avant, qui est la partie visible, donc la partie la plus simple à voir, le HTML, le CSS, le web dynamique, les pages qui bougent, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Puis derrière, le back-end, en fait, c'est des clients lourds qui sont exécutés, qui communiquent avec ces clients légers. Là, on commence à rentrer dans de l'architecture logicielle.
Et je parle des backends qui sont codés en Java, en Python, mais aussi en JavaScript avec le Node.js par exemple, et tous les frameworks qui vont être liés. Par exemple, je pense à Nest.js qui est un framework en JavaScript, en TypeScript plus exactement, sur le back. Mais arrivé à ce stade du PDF, tu vas commencer à pouvoir avoir une certaine autonomie dans tes recherches. Et ce que je te dis là ne va pas te sembler complètement hors de propos, on va dire. Je parle du PHP également, parce que le PHP, c'est quand même l'un des langages, voire le langage, je crois, le plus utilisé sur le web, sur Internet, parce que c'est un langage qui s'exécute sur un serveur, qui génère des pages. Historiquement, générer des pages statiques sur des serveurs Apache, ça générait des pages statiques. Puis, avec le PHP, on a commencé à mettre du code dedans et on a pu commencer à injecter des données. Donc, ça a encore une... bon, il y a des... Voilà, il y a WordPress qui tourne dessus, il y a beaucoup de choses qui tournent dessus, donc c'est un incontournable. C'est pas ma spécialisation, je suis plus sur du Java, mais je dois en faire parce que il y a 50% de la production qui est faite mondiale, qui est faite sur du PHP, donc forcément, à un moment donné, tu vas t'y confronter. Et donc, je parle ensuite du mobile, je fais un petit aparté sur le mobile, qui n'est rien d'autre en fait qu'un client lourd, mais voilà, tiens, là, il y a une jolie coquille avec des logos mal alignés. Et je te mets bien sûr les ressources après. Et une fois que je t'ai mis les ressources, je te parle de qu'est-ce que c'est que les frameworks. Là, on a parlé des langages, mais si tu devais coder des choses très complexes que avec le langage et sans le cadre de travail, ça deviendrait vite infernal. Et en plus, il y a des gens qui ont déjà codé des choses que tu peux réutiliser, framework, librairie, etc. C'est justement, alors j'explique que C++ avec les frameworks, c'est autre chose, mais il y a des frameworks sur d'autres langages, comme le Python, on a Flask et le Django. JavaScript, on a les React et Angular qui sont très connus pour le front. En Java, on a Spring, Spring Boot. Et PHP, on a Symfony et Laravel. J'ai pas mis de langage back sur le JavaScript, tiens, j'avais pas remarqué. Mais sur le JavaScript, en effet, on a du back avec le Nest.js, par exemple. C'est vrai que c'est du TypeScript, donc c'est encore différent, bien qu'au final ce soit du JavaScript, mais c'est assez complexe. Et si tu veux te spécialiser sur du JavaScript, tu vas à un moment donné devoir regarder un peu ce que c'est que le TypeScript et comment ça marche. Là, c'est la liste des frameworks et j'ai mis les liens vers la documentation pour chacun de ces frameworks. C'est fastidieux, donc je te laisse le découvrir. Donc voilà, oui, alors il y a beaucoup de docs. Ça fait énormément partie du travail de développeur que de bouffer de la doc. Donc n'hésite pas à bouffer de la doc. Et ensuite, on termine par le versionning, Git qui remplace SVN, qui commence à mourir petit à petit. Et les clients, alors Git, TortoiseGit, GitKraken pour les clients sur ta machine, GitHub, Bitbucket et GitLab pour les choses en distance. Il y a plein d'autres solutions. C'est celle que j'ai choisi de présenter parce que c'est celles qui sont faciles à installer sur Windows. La plupart des gens sont sous Windows, etc. Et une fois que j'ai parlé des outils, je te mets les ressources. Je ne mets pas plus de choses parce qu'en fait, Git, c'est un monde à part. Et il y a vraiment des ressources très complexes que j'ai pas mises. Par exemple, il y a un livre Comprendre Git de une personne dont j'ai oublié le nom, mais je pourrais te mettre le lien dans la description, qui est très complet, qui est accessible, c'est un PDF gratuit en ligne, mais faut commencer par des ressources quand même assez simples pour comprendre Git, pourquoi Git, comment ça marche, et voir un peu c'est quoi la différence entre utiliser et ne pas utiliser Git. Git, en fait, c'est pour avoir des versions et pour pouvoir partager du code. Avant, c'était fait par des copier-coller dans des fichiers, puis par du SVN où c'était pas aussi centralisé et il n'y avait pas ce système de branches. Et maintenant, avec Git, on a des manières très efficaces de faire des versions de produits, de rétrograder des versions quand il y a des problèmes sur une version, de passer de branche sur une autre branche, faire des backups en redéployant rapidement des projets. Et de là est né un mouvement sur lequel je suis beaucoup, moi, aujourd'hui, et je travaille beaucoup à ça, dans la société de conseil que j'ai, on accompagne les entreprises avec tout ce qui est du DevOps, c'est-à-dire qu'on met en place des environnements dans lesquels il y a du dev, mais tout ce code et toute cette masse de code, il faut bien trouver des manières d'automatiser certaines choses et de pouvoir donner aux clients la possibilité d'avoir une application qui fonctionne tout le temps et que quand ils changent de version, par exemple, eh ben,
c'est pas parce qu'il a changé de version et que ça marche pas que, bah, il panique, il doit reprendre des fichiers, recoller, machin. En un clic, on revient à une version antérieure, on règle le problème, on repousse la version et tout ça étant très automatisé avec des workflows qui sont mis en place, qui sont très simples et ben, en fait, le code prend une autre dimension et on va commencer à pouvoir décrire tout ça dans du code et donc aller vers tout ce qui va être de l'infra as code, et cetera. Ça, c'est des choses qui sortent du cadre de ce PDF-là, mais dont tu pourras, que tu pourras commencer à rechercher sur internet, et cetera, une fois que tu auras suivi toutes les étapes de ce PDF. N'hésitez pas, à me faire des retours sur, bah, la roadmap que j'ai mis dans ce PDF-là. Est-ce qu'elle vous paraît cohérente ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres liens que vous aimeriez proposer? Et n'hésitez pas à les mettre dans la description parce que, voilà, et ça va toujours ajouter et n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je trouve que j'y ai mis beaucoup dans ce PDF et j'ai mis, beaucoup d'informations, de manière totalement voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour les personnes qui veulent vraiment, qui cherchent parce que j'ai cherché des réponses à mes questions et en fait, c'est bien de les trouver condensé à un endroit, ça fait gagner du temps. Donc, j'essaie de condenser tout ça, de le mettre à disposition. N'hésitez pas à le partager. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui en auront besoin et ça me ferait vraiment plaisir qu'elles puissent en bénéficier et que ça leur fasse passer des steps, que ça leur donne en fait vraiment la roadmap, avoir un truc à suivre pour arriver à un certain objectif. Donc, j'espère que vous réaliserez vos objectifs et que ça pourra vous y aider. Et n'hésitez pas à commenter, à mettre vos retours d'expérience, vos retours par rapport à ce PDF dans les commentaires de la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.